Ikhwatati, ikhwatani, مساء الخير عليكم. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, on est très heureux à Ardouch Habit d'accueillir deux sommités canadiennes. Je me permets de dire, cet adjectif, qui ne sont autres que euh, Samantha et Eddie. Samantha et Eddie, je suis très heureux de vous accueillir avec nous. Bonsoir. 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 Et aussi, il y a avec nous Ella. Bonsoir Gilo, bonsoir Samantha, bonsoir Eddy, très heureuse de vous retrouver. Nous aussi. Alors, Oui, Allez. nous allons parler des Inuits. Les Inuits qui sont totalement méconnus. Enfin, je pense que pour la majorité d'entre nous qui vivons en Europe et en Afrique, et nous allons apprendre beaucoup de choses sur cette population qui a tant subi comme toutes les populations. Et vous allez voir qu'il y a un semblant de similitude entre les Amazirs que nous sommes et ce peuple qui résiste tant bien que mal à l'invasion. Donc, on va commencer d'abord avec Ella, qui va nous faire un petit cours, et on donnera la parole ensuite à Eddie et Samantha. Ella, à toi. Gilo, est-ce que c'est pas mieux de donner un peu la parole à Sam et Eddy pour se présenter? Allez-y. Bonsoir à tous. Mon nom est Samantha Duchemin. Je suis une artiste qui vient de Montréal, donc canadienne, plus québécoise. J'ai grandi à Montréal et maintenant je suis déménagée sur la Côte-Nord, qui est à 12 heures, en fait, d'auto de Montréal. Alors, devant moi, il y a la mer et c'était un dépaysement pour moi de découvrir le monde des Inuits. Parce que les gens de Montréal, les gens même de ma famille, les amis, nous avons entendu parler des Inuits seulement dans des termes très péjoratifs. Donc, par exemple, on dit les Indiens. Faites attention aux Indiens, faites attention à ces gens-là. Ce sont des gens paresseux, ce sont des gens avec qui vous ne voulez pas vous frotter. Alors, probablement que c'est dans les mêmes termes qu'on nomme les Azamirs, je crois. Amazir. Dire, pardon, parce que c'est un peuple méconnu et plus je découvre sur le peuple Innu, plus je découvre sur ma propre culture, donc une culture qui a été étouffée, qui a été très assimilée par les anglophones du Québec. Alors voilà pour moi, et ça fait maintenant 4 ans que je suis ici, ça fait 2 ans que je suis ici à temps plein et je travaille dans les écoles avec Aider Malenfant pour enseigner toutes les matières, mais à travers la culture Innu, et on le fait par les arts. Alors c'est très plaisant pour tous. Moi, j'enchaîne. Bonsoir à tous. Mon nom, c'est Aidé Malenfant. Je ne suis pas de la culture Innu, je suis d'une autre culture, la Malécite, la culture Malécite. Et il y a toute une histoire entourant les Malécites. On a pratiquement disparu, et ce qui fait que moi, j'ai déménagé chez les Inuits il y a à peu près 40 ans. Et on a commencé à faire des films tout de suite. Et notre idée à la base, c'était d'amener ça dans les écoles. Et 40 ans plus tard, on commence à peine à amener l'information dans les écoles, et je le fais avec Sam, comme elle vous a expliqué. Et en gros, je dois avoir quelque chose comme 70 ou 75 films sur la culture Innu, de fait, que vous pouvez retrouver sur un site web. Peut-être qu'on va l'afficher Oui, plus tard. bien sûr. Et vous pouvez trouver plein de choses à partir de la spiritualité, on parle du territoire, de la langue, à peu près de tout. Voilà, en gros, c'est ma présentation. Ok, merci beaucoup à vous deux, mais nous allons vous connaître davantage. Enfin, moi, je vous connais un tout petit peu puisque je suis allé visiter vos sites, on en a discuté un peu. Et là, à toi de jouer.
Oui, alors juste un petit mot pour vous dire que j'ai rencontré Sam et Eddie dans le cadre de mon travail. Puis après ça s'est transformé en amitié. Eddie, je le connais moins, mais il est venu dans ma classe, il a parlé un peu à mes élèves. Et c'est justement dans le cadre de présenter des cours enseignés par les arts que Sam est venu à quelques reprises enseigner dans ma classe. Mais aussi, elle venait plus souvent remplacer à notre école qui se trouve sur le plateau Mont-Royal. Et ce fut un bonheur de rencontrer ces deux personnes-là. Je te crois, Donc, je te crois. oui, donc voilà. Alors, un petit cours d'histoire juste pour aborder. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste pour planter le décor, savoir de quoi on parle, dans quel espace on est, dans quel espace-temps aussi on est. Oui. Alors, quand on parle d'Amérique, on peut pas faire l'économie de passer par ce vieux Christophe Colomb. Alors, je dis Christophe Colomb parce que chez les Québécois, quand on veut sacrer, yani c'est beau, on dit Chris. Alors, si un Québécois te dit Chris, il n'est pas content. Donc, Christophe Colomb. Alors, c'est Christophe Colomb. Donc, ce qui est connu, reconnu et admis, c'est que Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492 et c'est lui qui a initié l'exploration pour la découverte et la colonisation de l'Amérique continentale. Mais quelques temps plus tard, des fouilles archéologiques sont venues défaire cette thèse-là parce qu'on a retrouvé des vestiges vikings. Un peu au nord du Canada. Gilou, tu peux envoyer les photos 1, 2 et 3. Donc, on a retrouvé des vestiges de construction viking sur la côte est du Canada, ce qui correspond aujourd'hui à Terre-Neuve et Labrador. Donc, ça serait plutôt les Vikings, les premiers Européens à avoir mis les pieds en terre d'Amérique. Alors, sous le commandement de Leif Erikson, donc un Islandais. Et on sait, les Vikings, c'est un peuple qui n'a pas peur d'affronter la mer. Donc, ils ont poussé leurs drakkar, ces fameux bateaux vikings, pour venir explorer, donc, si on parle de leur point de vue, l'ouest. Donc, ils appelaient ces terres-là le Vinland. Okay? Ils appelaient ça le Vinland et ça correspond exactement à ce que je te dis. C'est les Terre-Neuve et Labrador. Donc, on peut le voir sur la carte. Donc, ils ont quitté l'Islande et ils sont venus s'établir. On ne sait pas trop vers quelle année, la date. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on nous donne une date de Leif Erikson. Donc, lui, il serait né en 970, 980 en Islande et il serait décédé vers 1020 au Groenland. Donc, c'est lui le découvreur, même si le mot découvreur n'est pas trop au goût des historiens. Qui tentent de remettre les pendules à l'heure. Donc, ça serait lui le premier Européen à découvrir l'Amérique du Nord continentale. Et c'est nul autre que le fils d'Éric le Rouge pour la rousseur de sa barbe et de ses cheveux. C'est lui. Son père, à lui, était le premier fondateur de la première colonie en Islande. Donc, les Vikings sont venus visiter les terres d'Amérique, les premiers bien avant Christophe Colomb. Bien sûr, on dit tout ça, je parle tout ça au conditionnel, parce que tout ce qu'on relate là, c'est raconté à travers les sagas du Vinland. Donc, ce sont des histoires, des légendes scandinaves où on parle de ces personnages-là, mais ça vient conforter, ce qui vient conforter cette thèse-là, c'est justement les fouilles archéologiques qui ont mis à jour les vestiges vikings. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, plus tard, ce sera Jacques Cartier, donc l'explorateur français, que lui va remonter le fleuve Saint-Laurent et dans la ville, ce qu'on appelle aujourd'hui la ville de Québec, à l'époque s'appelait Stadacone. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la ville de Québec et la province du Québec. Donc, la ville de Québec, c'est la capitale nationale et la province du Québec. On dit « je vis à Québec »,« je vais au Québec » quand on parle de la province. Donc là, on vient déjà de voir un premier lien avec l'Algérie. L'Algérie, en arabe, on dit le Jazaïr. Pour la capitale, c'est la même appellation pour le pays. Donc, on ne fait pas trop la différence. Donc, vous voyez, vous allez voir que tout au long de l'émission, on va voir qu'il y a des similitudes incroyables entre nos deux histoires. Donc, Cartier, lui, il va arriver
en Amérique du Nord en 1534. Donc, il a fait 3 voyages. En 1534, donc, il remonte le fleuve. Et le premier geste qu'il va faire, Djilou, la photo de la croix, c'est... Tu peux envoyer la photo numéro 6. OK? Donc là, on va voir Cartier. Le premier geste qu'il va faire, c'est planter une croix immense à Gaspé. Et il va prendre possession des territoires nouvellement découverts et il va dire ceci: je prends possession de cette terre au nom de Dieu et du roi de France. Et plus tard, il va rencontrer Donnacona, donc le chef iroquois qui était à Québec à l'époque. Et il va y avoir, c'est une rencontre plutôt amicale, il va réussir à le convaincre pour repartir avec les 2 enfants du chef en France, pour justement montrer à la cour de France le genre de population qu'on y trouve. Il y retourne plus tard, donc lors de son 2e voyage, et c'est là que Cartier va tomber malade avec plusieurs membres de son équipage. Ils vont attraper ce qu'on appelle le scorbut. Alors, le scorbut, c'est une maladie qui est causée par le manque de vitamine C et quand on manque aussi de consommer des aliments frais. Et c'est une maladie mortelle si elle n'est pas soignée. Donc, ça se caractérise par le déchaussement des dents, mais aussi il y a les membres qui enflent, la fièvre, et ça finit par entraîner la mort. Alors, Cartier a été sauvé in extremis par Donnacona, le chef amérindien. Et donc, il a été sauvé. C'est lui qui lui a concocté un remède qu'il connaît bien. Et il a réussi à lui sauver la vie. Et plus tard, Jacques Cartier va trouver une belle façon de le remercier en le kidnappant et en l'emmenant en France. Et là, Djilou, tu peux envoyer la photo numéro 13. Donc là, on voit Donnacona, c'est une gravure. Donnacona qui est sur le bateau, il quitte sa terre et il ne reviendra jamais en Amérique. Donc c'est une fin triste. Alors là, il va être emmené dans la cour de France. À l'époque, on est sous François Ier. Donnacona rencontre François Ier, il lui raconte toutes les richesses, et il faut savoir que c'était comme le paradis originel à l'époque, donc une faune et une flore foisonnante, c'est incroyable. Donc quand il lui raconte tout ça, c'est sûr que ça met l'eau à la bouche des Français, donc, et c'est ce qui va motiver la colonisation plus tard. Alors Donnacona, comme je te l'ai dit, il ne reviendra jamais dans la terre de ses ancêtres. Il finira sa vie à errer dans les rues de France, ivre, pauvre, seul. C'est vraiment triste. C'est une histoire très triste. Alors que ce monsieur-là, il a sauvé la vie de Jacques Cartier. Donc, et c'est plus tard que les Français vont arriver. Donc, dans un premier temps, ils étaient intéressés par la traite des fourrures. Donc, ce qui les intéressait, c'était les fourrures parce que c'était très en vogue dans les cours européennes à l'époque de porter de la fourrure. Donc, c'était des postes de traite qu'ils avaient. Quand tu remontes le fleuve Saint-Laurent, dans l'ordre, alors d'abord c'est Québec, Trois-Rivières, Montréal. C'est bien ça dans l'ordre, oui. Québec, Trois-Rivières, Montréal. Donc, c'était les 3 principaux postes de traite qui plus tard vont devenir des habitations, puis il y a un village qui va se construire tout autour. Et les Français vont coloniser en envoyant d'abord des hommes jeunes à l'époque, avec des contrats et des conditions bien précises. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et c'est sûr que ces hommes-là, quand ils se retrouvent tout seuls en terre d'Amérique, c'est sûr qu'il va y avoir des mélanges et des contacts avec les Amérindiens, des mariages. Donc, on assiste à la naissance des premiers métis. Mais plus tard, pour compléter la colonisation, on va envoyer ce qu'on appelait les filles du roi. C'est-à-dire, alors là, il y a une petite chicane. Les filles du roi, ce sont des jeunes femmes. D'abord, il y a eu les religieuses qui avaient c'était pertinent de les envoyer parce qu'elles s'occupaient de soigner et c'est elles qui ont ouvert les premières écoles. Mais aussi, on a envoyé des jeunes filles pour trouver des époux dans ce qu'on appelait la Nouvelle-France. Donc, quand ils ont fondé la colonie, c'était la Nouvelle-France. Alors, ces jeunes filles-là, on est allé les chercher dans des couvents. Ce sont des orphelines qui ont été élevées dans des couvents et c'est le roi de France qui payait la dot. Donc, il y avait tout un trousseau avec un certain nombre de vêtements, mais je ne rentrerai pas dans le détail non plus. Alors, côté français, on dit que ce sont des
des jeunes filles bien élevées, elles ont été élevées dans la morale de la religion, des filles qui ont reçu une bonne éducation et qui sont allées comme ça coloniser. Donc ce sont les premières mères, ce sont les ancêtres peut-être ton ancêtre à toi, Samantha. Et du côté anglophone, la chicane, alors eux, ce qu'ils disent, les filles du roi, ce n'est ni plus ni moins des prostituées qu'on a envoyées en Amérique, justement pour se marier avec ces jeunes hommes et fonder la colonie. Moi, je me rappelle, j'avais un professeur à l'Université de Montréal, quand on a abordé ce point-là, les filles du roi, les prostituées, fils de pute et tous des bâtards et tout, puis il nous regarde, il dit, ouais, on nous dit qu'on est des fils de pute, on dit qu'on est des bâtards, puis un silence, il nous regarde tous dans les yeux, puis il dit, so what? Où est le problème? Combien même on serait des fils de pute, on est un grand peuple pareil. Et bien sûr, tout cela s'est fait sur le dos des Autochtones et qui sont les grands oubliés. Donc, quand les Français sont arrivés, ils étaient quelques 70 000 pour les Iroquois, 500 000 pour les Algonquiens. Donc, c'est peut-être pas exact mes chiffres, mais on n'est pas loin. Et quelques années plus tard, donc on assiste à une mortalité incroyable, à cause d'abord des virus que les Européens ont apportés, qu'ils ont introduits, mais aussi par des pratiques pas morales du tout. Mais aussi, il y a eu des guerres, il y a eu les Français et les Anglais ont exploité les différends qu'il y a entre les Iroquois et les Algonquiens pour se faire la guerre. Et justement, tout cela s'est fait sur leur dos. Et voilà, en gros. Donc, c'est vraiment un survol. Mais ça, c'est l'histoire officielle qu'on retrouve dans les manuels Québec. Je dis Québec parce qu'au Canada, l'éducation est de juridiction provinciale, donc en Ontario ou dans une autre province, on va enseigner autre chose. Donc au Québec, c'est l'histoire officielle qu'on enseigne aux élèves, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, mais sûrement que Eddie et Samantha ont un point de vue à eux. Donc, juste pour vous dire que les termes découverte de l'Amérique, Nouveau Monde, donc toutes ces appellations-là, ce sont des appellations très controversées par les historiens que eux ont voulu rétablir la vérité. Donc, eux, ils rejettent ces appellations-là parce que pour eux, il n'y a rien à découvrir. Les Amérindiens sont des peuples qui ont colonisé ces terres-là depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, pour eux, il n'y a rien à découvrir. Et selon eux, les vrais découvreurs de l'Amérique du Nord, ce sont les chasseurs du Paléolithique. Donc, ce sont les premiers qui ont foulé la terre d'Amérique. Le Paléolithique, donc c'est cette longue période de la préhistoire où l'homme était la principale activité, c'était la chasse. Mais aussi, ils étaient connus pour leur nomadisme. Donc, ils s'installent dans un endroit, ils exploitent les ressources. Une fois que c'est fini ou que le climat ne le permet plus, ils se déplacent. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à peupler l'Amérique, mais ils rejettent complètement ces termes-là. Ils préfèrent parler de conquête plutôt que de découverte, parce que pour eux, il n'y a rien à découvrir, comme je te l'ai dit. Dans conquête, parce que le mot conquête implique toute la violence d'une conquête avec le pillage des ressources, mais aussi toutes les injustices et les exactions qui vont se pratiquer sur les populations. Donc voilà, ça c'est l'histoire officielle. Mais c'est sûr que Eddie ou Samantha auraient leur point de vue à eux à nous donner. Donc voilà, je ne suis pas rentrée trop dans les détails et j'aimerais ça vous donner la parole à vous. Ben, moi, je peux prendre la parole. Effectivement, il y a une différence, il y a quelques grandes différences entre l'histoire officielle et l'histoire que moi je connais. Par exemple, pour nous ici, les premiers visiteurs, et quand je dis ici, je parle de l'Est du Québec, c'est-à-dire le Québec et le Labrador. Et c'est là que les premiers contacts avec les Européens est arrivé. C'est vraiment à l'Est, bien avant Québec ou Montréal. Et les premiers visiteurs pour les Inuits, c'est les Inuits qui sont arrivés aux alentours des années 700, 800, qui venaient du Grand Nord, qui venaient d'Alaska, parce qu'il y avait eu une mini-glaciation à l'époque en Alaska. Et ils ont traversé le pays par le nord, parce qu'il y avait des chiens. Et pour les nourrir, on chassait le phoque. Donc, ils ont suivi toute la côte jusqu'à Tadoussac, les Inuits. Et après les Inuits, toujours pour les Inuits, les autres visiteurs, ça a été les Basques.
avant les Vikings. Et les Basques aussi sont rendus dans le coin de Tadoussac. Il y a même une île dans le Saint-Laurent qui s'appelle l'île aux Basques. Et on venait chasser la baleine et le phoque pour l'huile. Suite à ça, même qu'on... Ça, c'est pas officiel, mais paraît-il que les Chinois seraient passés ici aux alentours. À l'époque où Gengis Khan attaquait la Chine, il y a eu un voyage de Chinois qui a duré 4 ans. Et il aurait visité, il serait allé jusqu'en Antarctique. Bon, les preuves de ça, c'est à venir, je pense bien, mais pourquoi pas? Je sais que les Chinois ont voyagé beaucoup. Et peut-être même que ça, c'est à voir aussi, mais il y a une autre hypothèse que les Indiens de la Nouvelle-Zélande, les Maoris, seraient passés par ici aussi à un moment donné. Les Maoris. Les Maoris, oui. Ah bon? Ça nous a surpris, nous autres aussi. Mais on a appris par la suite que les Maoris voyageaient beaucoup. Donc, bon, je n'ai pas les preuves de ça, mais c'est très possible. Donc, les Européens, c'est beaucoup plus tard qui sont, ben, les Européens, sauf les Vikings, là, mais les Français ou les Anglais, c'est pas mal plus tard par rapport à quand on voit l'histoire d'ici, chez les Inuits. C'est les premiers visiteurs. Bon, pour la suite, toute l'histoire avec les Iroquois, avec les Hurons, avec Québec, on est un... Il y avait des Inuits à Québec, paraît-il aussi, mais c'était pas la nation la plus populeuse autour de Québec ou Montréal à l'époque. Les Mohawks, les Iroquois étaient beaucoup plus nombreux. Là, j'oublie des points à travers ça. S'il y a quelqu'un qui peut me poser des questions, si j'ai manqué une époque, là, ça sera... Moi, je suis encore avec les Maoris. Je suis en train de me poser la question, comment ont-ils fait pour faire tout ce chemin, pour arriver... Ouais. Moi aussi, je me la pose la même question, mais je ne crois pas qu'on va avoir la réponse aujourd'hui. Par contre, je sais très bien que les Maoris ont voyagé vraiment beaucoup. Pour qu'ils soient en Amérique du Nord, avec les hivers et tout, c'est surprenant. Mais ça serait peut-être pas plus surprenant, comme par exemple les Vikings, on sait qu'ils sont restés sur le Groenland un grand bout de temps avant de venir vers Terre-Neuve. À L'Anse-à-Meadow, ça s'appelle, où les Vikings, on a fait des... Il y a encore des constructions vikings et des bateaux. C'était à L'Anse-à-Meadow. Oui. Est-ce que ils ont fait ce qu'ont fait les Anglais, par exemple? Est-ce qu'ils sont venus pacifiquement ou il y a eu des massacres? Pas du tout. Ils sont même responsables de la disparition des Béotocs sur l'île de Terre-Neuve. Parce que Terre-Neuve, c'est une île et aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec une descendante Béotoc. Et à une certaine époque, les Béotocs, là, on donnait 10 $ pour une oreille de Béotoc. Oh là là. Et ça fait pas très longtemps de ça, même pas 100 ans. Et il y avait aussi des régiments anglais qui sont promenés dans le Terre-Neuve-Labrador avec un dénommé De Soto. Et lui, on le payait pour tuer des Indiens. Carrément. On le payait et il en a tué beaucoup. Son territoire, lui, c'était le nord jusqu'en Louisiane. Et c'était un mercenaire, quoi. On l'engageait pour tuer des Indiens, pour faire de la place. Mais comme l'expliquait Ella tantôt, le commerce, pour les fourrures, par exemple, les Français, c'est surtout les Français plutôt que les Anglais. Mais les Français, c'était surtout pour les chapeaux haute forme qu'on importait du castor. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Europe, il y avait beaucoup de chapeaux noirs haute forme. Ben, c'était fait avec du castor, ces chapeaux-là. Et c'était la grande raison pourquoi on venait chercher le castor ici. Parce que je pense qu'on avait fini de vider la Russie. Donc, on s'est envenu ici. Du côté anglophone,
c'est pas les fourreux. Eux, oui, il y a les fourreux pour le commerce, oui, avec la compagnie de la baie du Son. Ça a été les premiers anglophones, mais eux avaient visé beaucoup plus grand que ça. C'est les rivières qui les intéressaient, c'est le saumon, c'est le territoire comme tel. Les Français commerçaient, mais au début, ils n'avaient pas nécessairement l'intention de s'installer, contrairement aux Anglais. Il y a même Louis XIV qui, à un moment donné, il donnait une prime pour les Canadiens français qui mariaient des Indiennes. Et son idée, c'était d'augmenter la population parce que les Anglais étaient devenus de plus en plus nombreux. Sauf que ça n'a jamais marché, même s'il y a eu beaucoup de mariages, je pense bien, entre Indiens et Canadiens français, mais pas assez pour, pour annuler, si on veut, la prédominance anglaise. C'est un autre pan de l'histoire. Et en 1750, on a fait une méchante belle loi qui a dénommé un Anglais qu'on avait mandaté de venir faire un bilan au Canada. Et lui, c'est le rapport Durham qu'on appelle. Et lui, il a fait des constatations assez étranges. Comme par exemple, il donnait un ordre aux races sur la Terre. Évidemment, les Européens étaient les supérieurs. Après, on disait la race jaune sont intelligents, sont moins bons que nous autres, mais sont quand même intelligents. La race noire ne sont pas intelligents, mais travaillent fort. Puis à la toute fin, tu avais les Canadiens français et les Indiens. Puis il citait dans son rapport, on ne sait pas quoi faire avec eux. Il faudrait qu'ils disparaissent. Et ça a été le début de la loi sur les Indiens, où c'est complètement une loi c'est un génocide, en fait, avoué. On voulait faire disparaître complètement les Indiens et on a essayé fort avec les pensionnats. Probablement que vous êtes déjà au courant qu'est-ce qui s'est passé dans les pensionnats où on est rendu pratiquement à 2000 enfants qu'on a mis sans que les parents le sachent. Voilà. Alors, je vais poser une question au moment que je dois poser à la fin, mais elle me démange. Est-ce que l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Nord est consciente de ces massacres et est-ce que les populations ou les gouvernements font quelque chose ou réhabilitent l'histoire réelle telle qu'elle s'est passée ou on vit encore dans les mensonges? Ben, depuis qu'on découvre des enfants enterrés, je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Ouais. De la part des gouvernements et du monde, des gens en général qui ne connaissaient pas ces histoires-là. Et là, on commence à poser des questions et on a les réponses. Et nous, on pense et on souhaite que c'est le début de quelque chose de neuf. Parce que si je reviens à la fameuse loi sur les Indiens, elle est toujours là. En 2021, il y a encore une loi qui interdit plein de choses aux Indiens. Je dis Indien parce que c'est pour tout le monde. Je pense que le mot Indien, on sait de quoi on parle quand on dit Indien. Sinon, je pourrais mettre Innu aussi. Et c'est les peuples, c'est les premiers peuples au complet, en fait. Tout le pays a été comme ça, puis on pourrait inclure les États-Unis parce qu'aux États-Unis, c'est une histoire semblable à ça. Il y a un dicton qui dit aux États-Unis, un bon Indien, c'est un Indien mort. Au Canada, on disait un bon Indien, c'est un non-Indien. Il n'y a plus de statut. La différence n'est pas énorme. Donc, il a été assimilé. Indien qui est assimilé. On donnait, par exemple, dans les années 1850, on donnait encore pour celui qui voulait abandonner ses droits, parce que les droits n'ont jamais été cédés comme tels. Ce n'est pas une invasion qu'il y a eu. Puis on n'a jamais cédé les droits. Il n'y a pas eu de traité non plus. Donc, quand on va à la Cour supérieure du pays, la plupart du temps, on va gagner. Sauf que pour y arriver, aller à la Cour, ça prend des moyens qu'on n'a pas. Donc, c'est
par la bande, c'est dévié un petit peu. Mais je reviens à ta première question, Gilou. Oui. Les gouvernements commencent à peine. Commencent à peine à vouloir faire quelque chose. On n'est pas encore dans le concret, mais vraiment pas. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Oui, Ouais, oui. mais il y a aussi, excuse-moi, je vais prendre la parole sur Vas-y. que c'est le territoire qui intéresse le gouvernement. Mhm. On a demandé maintes fois aux Autochtones, que ce soit les Inuits, les Micmacs, on leur a demandé de céder les territoires pour de l'argent. Et la réponse, et ça vient autant de l'Ouest que de l'Est, les Autochtones disent non. Pourquoi? Parce que le territoire ne m'appartient pas. Ça appartient au territoire. Exactement. Donc, mes parents sont enterrés ici. Le Grand Esprit m'a mis au monde sur ce territoire et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour bien vivre et il n'est pas à vendre. Alors, c'est ce qui a mené les gouvernements à vouloir s'approprier ces territoires-là coûte que coûte, au point où on annihile tout simplement les premiers peuples. On les tue, on les efface de la map pour pouvoir s'approprier les territoires parce qu'ils sont très riches justement en ressources naturelles. C'est vraiment, je crois, que c'est la base de l'acharnement du gouvernement par rapport aux Autochtones. Mhm. Que veut dire le mot Innu? Humain, un être humain. Un être humain. C'est incroyable quand même. Oui, mais être humain, c'est être humain en langue Innu. Si on demande ce que ça veut dire Micmac, ça veut dire être humain en langue Micmac. Si on dit qu'est-ce que ça veut dire Inuit, ça veut dire être humain en langue Inuit. Ouais. Anishinaabe, c'est pareil. Les Abénakis, c'est pareil. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte où on fait la différence entre les humains, les animaux et la nature. On est dans un univers naturel. C'est la nature, c'est exactement la nature. Est-ce qu'il y a une seule population, c'est-à-dire concentrée d'Inuits, ou elles sont éparpillées ou différentes Éparpillées. Le territoire est très grand. Et oui, par exemple, entre... il y a 10 communautés entre Montréal et, mettons, Tadoussac et Terre-Neuve. Oui, mais pour eux autres, je ne pense pas que ça vous donne une mesure de grandeur. Ce que je peux vous dire, par exemple, chez les Inuits, c'est la deuxième nation la plus populeuse du Québec. C'est les Cris, la première, celle qui est la plus populeuse. J'ai perdu le fil. Aidé, excuse-moi. Gilou, si tu peux passer les photos numéro 8. Là, tu vas voir un peu la répartition des peuples autochtones dans l'Est, le territoire dont on parle. D'accord. Ouais. Mais en même temps, j'avais une question pour toi. Attends, juste il me répond. Est-ce qu'il y a une seule population d'Inuits? Ou est-ce qu'il y a les Inuits de telle région, les Inuits d'une autre région? C'est-à-dire, ils sont divisés. Non, il y a une nation Innu. C'est le territoire qui a été divisé par le gouvernement canadien. Mais par exemple, Terre-Neuve ou la Labrador, pour les Inuits, c'est le même territoire. D'accord, ok. Et là, tu m'as dit quel numéro? La numéro 8, là, on va voir la répartition des Inuits, mais ça, c'est en 1500, c'est-à-dire avant l'arrivée des Européens. Avant l'arrivée des Français, en l'occurrence. C'est le nord-est du Canada. Hein. Oui, nord-est du Canada, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'il me fait, s'il veut pas. Oui, vas-y, tu peux commenter. Hein. Mais je ne la vois pas sur le... Est-ce que... OK. Peut-être quelque chose que j'aimerais rajouter, peut-être qui va aider pour la lecture des cartes, c'est qu'il y a deux grandes familles linguistiques au Québec, les Algonquiens et les Iroquoiens. Et la plupart au Québec, à part les Mohawks et les Hurons, toutes les autres nations sont d'origine algonquienne.
Les Algonquiens sont nomades et les Iroquois sont Ils plus étaient plus sédentaires. sédentaires. Une autre grande différence, c'est que les Iroquois étaient matriarcales, contrairement aux Inuits, par exemple, ou aux Algonquiens. C'était pas la même structure sociale. Donc, les Inuits appartiennent à la famille algonquienne, Ok. donc à la famille nomade. C'est la première Comme, fois que j'entends ce mot algonquin, mais par contre, les Iroquois, les Sioux, les Cheyennes, les Apaches, ça on connaît Ça, c'est plus aux grâce au États-Unis. film, À euh, l'ouest. au film Maléfique que les Oui, USA ont fait sur les Indiens, qu'ils ouais, ont c'est très Hollywood. montré comme des sauvages, alors qu'il n'en est rien, ce sont des peuples paisibles. Oui. ouais, ouais. Oui, ce sont des peuples très près de la terre, mère. Leur mère, c'est la terre. Alors, c'est pas l'argent, c'est pas l'avoir. C'est le monde c'est le monde de la spiritualité. C'est être un avec l'univers. Et c'est le blanc qui est arrivé, qui a tout massacré, et qui les ont fait passer pour des sauvages. Mais c'est qui les sauvages, en ce qui me concerne, entre les Français de France qui arrivent ici et qui veulent s'approprier le territoire coûte que coûte, ou bien les gens qui viennent, qui sont ici et qui vivent en paix avec la nature. Par exemple, un Inou qui va voir un troupeau de caribous va tuer le caribou qu'il a besoin pour nourrir sa famille et peut-être une autre famille qui ne peut pas se permettre, par exemple, peut-être des gens qui n'ont pas, Blessé. qui sont blessés ou qui sont trop âgés, eh bien, il ne va pas tuer autant de caribous qu'il peut en tuer. Il va tuer le nombre de caribous dont il a besoin à l'instant même. Mhm. Et il va suivre le troupeau de caribous plutôt. Donc, il va toujours avoir, tu sais, par exemple, c'est la même chose pour la pêche. On va pêcher le saumon dont on a besoin et on va laisser le saumon se reproduire et on va partir du territoire, on va aller chercher un autre gibier pour le temps de l'année où on est, pour ce qu'on a besoin. Autre chose, on ne laissera rien à la perte. Donc, par exemple, le caribou, on va se servir de tout ce qu'il y a sur le caribou. On ne laissera jamais des restants comme ça. Il n'y a rien qui n'est pas utilisé. Tout est utilisé. Alors, puis il y a aussi un merci qui vient avec. Il y a une cérémonie d'une offrande pour l'Innu ou pour le Micmac ou les gens, les Premières Nations d'ici ou de l'Ouest, les Apaches, les Sioux. C'est la même chose. Le territoire, ils sont venus, ils ont été placés sur le territoire pour vivre une vie d'abondance, pour être en communication, en paix avec la nature, avec un respect total de la nature. Alors que le blanc va venir ici, puis il va tuer autant de caribous qu'il peut, puis il va laisser ce qu'il trouve qu'il n'est pas nécessaire, il va le laisser pourrir là à perte. Alors, la grosse différence, c'est justement l'avoir, le vouloir avoir plus, encore plus que tu as besoin pour survivre. Et c'est là le bas qui blesse. C'est là qu'il y a un gros problème entre ce que le blanc veut et ce que l'Innu fait ici, ce que les Premières Nations font en L'Innu Canadien. appartient au territoire. C'est pas le territoire qui appartient à l'Innu. C'est ça. C'est complètement l'inverse. Le territoire, c'est ta mère et tu lui fais attention. Quand je vous écoute, Samantha et Eddie, je vous assure que je suis apaisé. Je vois des gens, ça me fait une drôle de sensation. Vous, vous- je sais plus quoi dire. Je vous remercie pour votre combat. C'est un combat noble, je vous assure que c'est un combat noble. Vous êtes en tout cas extraordinaire. Allez, Ella, vas-y. Oui, j'ai une question. Oui. Alors, Samantha, tu avais parlé du scandale des pensionnats. La plupart de nos auditeurs et de ceux qui nous suivent ne savent pas de quoi on parle. Est-ce que tu peux brièvement raconter, justement pour aborder l'aspect religieux chez les peuples autochtones? Toi, tu m'as toujours dit qu'ils n'ont pas de religion, mais une spiritualité. Mais Oui. peut-être, dans un premier temps, nous parler de ce scandale-là.
OK. Premièrement, les Inuits sont animistes. OK? Là, donc, pour eux, ce sont les maîtres des animaux et l'esprit, le grand esprit, c'est l'esprit de la terre. C'est le soleil, c'est la lune, c'est l'eau, c'est les 4 éléments. Les pensionnats, alors ce qui est arrivé, Eddie va me corriger si je me trompe, autour de 1850, il y a eu une volonté de la part des Européens de, bien sûr, enlever l'identité sauvage, enlever l'identité. Alors, comment on fait pour enlever l'identité à un peuple? On prend les enfants, on les retire des familles, donc on les vole tout simplement. On les place dans des boîtes, alors dans des endroits qu'on nomme des pensionnats, mais avec une idée qu'on se dit très noble de vouloir enrichir leur savoir en leur enseignant l'écriture, la lecture et l'histoire et tout ça, tout ce qu'on apprend à l'école, les mathématiques, etc. On interdisait la langue. On interdit, par contre, de parler la langue et on interdit aussi aux Inuits de rejoindre les parents. Donc, ils sont ostracisés complètement de leur famille, de leur spiritualité. Ostracisés de leur famille. Oui, on les enlève, on les vole, les parents ne voient plus ces enfants, c'est fini, ils ne les voient plus. Bien sûr, quand on les prend, on dit aux parents, ne vous en faites pas, on va vous les ramener, mais on ne les ramène pas, tu vois. Et les enfants disparaissent tranquillement, pas vite, ils disparaissent. On n'entend plus parler. Alors, la maman qui cherche son enfant ou le papa, on a dit, ton enfant, on ne sait pas où est-ce qu'il s'est sauvé, il est parti, mais en fait, il est mort. Hein? Il est enterré, on l'a mis dans un trou, puis on n'a pas mis de croix dessus pour qu'on ne sache pas où est-ce qu'il est enterré. Puis la maman et le papa cherchent l'enfant toute leur vie sans jamais le trouver. Et c'est refait, et c'est refait, et c'est refait. Des milliers d'enfants comme ça ont disparu et la tristesse est incroyable. C'est palpable encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui parce qu'on parle de 1850, mais là, on parle de 1950, pendant 100 ans minimum. On a placé les enfants dans les orphelinats et on essaie d'éliminer les Premières Nations. Alors, on les élimine. Pourquoi? Parce que si l'enfant il se comporte bien à l'école, il apprend le français, il apprend à lire, à écrire, il devient un blanc, il devient comme les autres. Donc, si on ne peut pas faire la différence, c'est correct, on le garde, on le garde. Mais il ne retourne pas vers ses parents parce qu'on lui a appris que ses parents étaient des sauvages. Ce sont des barbares. Hein? C'est un peu la même chose avec les Berbères. On leur dit, tes parents sont des sauvages au point où les enfants ont un peu honte de leurs parents. Ah, on est rendu là. L'enfant ne veut pas retourner vers ses parents parce qu'on lui a dit que ses parents étaient des sauvages, ils ne savaient pas vivre, c'était pas des chrétiens, c'était pas des gens civilisés. Ah, c'est là où ça commence à faire une différence dans la population. Et maintenant, aujourd'hui, où on parle maintenant en 2021, les jeunes filles tombent enceintes très tôt. Pourquoi? Pour repeupler, la Terre, pour revenir. Mais écoute, l'écart est énorme. Et là, ce qui arrive avec ces jeunes filles-là, c'est que leur vie est centrée sur faire des enfants et pas centrée sur autre chose. Donc, ils chassent plus. Premièrement, le territoire est rendu coupé, il n'y en a plus. Ils ne savent plus chasser, ils ne savent plus quoi faire avec un caribou, ils ne savent plus comment monter un campement. Donc, ils ont presque réussi. Hein? Le gouvernement est il peut être très fier de lui. Hein? Il y a un autre élément à rajouter à ça, c'est que pendant que les enfants étaient partis dans les pensionnats, les familles nomades, pas d'enfants avec eux, ont arrêté d'aller dans le bois parce qu'il n'y avait plus leurs enfants. Et c'est un concept de nomadisme familial. Chacun avait son rôle. Donc, à partir, les parents, plus d'enfants, ont arrêté d'aller dans le bois. Ils sont sédentarisés.
sans le vouloir, par obligation, je dirais. Et là, Edith, tu avais dit quelque chose, une phrase qui m'a frappée. Tu avais dit que un Indien mort, c'était comment tu avais dit ça? Tu peux le répéter, s'il te plaît? Aux États-Unis, le seul bon Indien, c'est un Indien mort. C'est drôle que tu dises ça parce qu'en Algérie, pour plusieurs personnes, un bon Kabyle, c'est un Kabyle mort. Ah, On a eu des chefs politiques qui ont été ostracisés, qui ont été même chassés du pays, même s'ils ont rendu de grands services lors de la guerre de libération. Ils ont été chassés du pays, puis une fois qu'ils sont à leur mort, après leur mort, c'est devenu des héros parce que c'est comme ça qu'on les préfère. On les préfère dans les cimetières. Ouais. C'est la même chose ici. Ouais. C'est quand même intéressant. Oui, alors moi, j'aimerais revenir sur l'aspect de la religion. Rappelle-toi, Sam, quand tu as fait le projet avec mes élèves, tu disais que les Amérindiens n'ont pas de religion. C'est ça. les animistes. En C'est fait, des- ils sont animistes. Ils sont en contact avec la nature et je les crois beaucoup plus spirituels que, par exemple, moi, la religion dans laquelle je suis née, c'est le baptiste évangélique. Eh bien, la lecture de la Bible, avec toute la violence qu'il y a à l'intérieur de la Bible, avec toutes les lois et tout ça, c'est très loin moi, je la trouve magnifique, la spiritualité autochtone. Et quand on dit indien, comme Eddie disait, c'est pour bien classer de qui on parle, mais on ne dit plus le mot indien, on ne dit plus amérindien non plus, on dit les autochtones et encore plus, ici, on dit les Inuits. Si on veut parler des Premières Nations, on dit les premiers peuples. Mais il faut arrêter de dire Amérindien et Indien parce que c'est péjoratif. C'est un peu comme les Berbères, comme tu disais, ça vient du mot barbare et c'est très péjoratif. C'est tellement beau, les Amazirs. Alors, Amazir qui veut dire homme libre. ouais, c'est magnifique. Alors, Donc, pas- la oui. religion qui a servi aux Européens justement d'asservir et d'opprimer les peuples autochtones, elle a fait exactement le même sale boulot en Afrique du Nord. Quand Ouais. les Arabes sont arrivés avec la nouvelle religion, Ouais, donc c'était le prétexte. ouais. Et c'est ce qui a fait très mal et c'est ce qui continue de faire très mal encore aujourd'hui. Donc moi, je vois un parallèle intéressant. Et oui, est-ce que tu peux commenter là-dessus? Ben Sam? oui. Ici, par exemple, avec les épidémies de petite vérole qui est arrivée, les curés en profitaient pour dire, regardez, nous autres, notre Dieu est meilleur que le vôtre, on n'est pas malade. Ils s'en ont servi beaucoup de ça. Puis, ben, aujourd'hui, ben, c'est certain les curés ont pris leur place. Il y en a pratiquement plus qui vont dans les réserves. Aujourd'hui, c'est étrange, hein? Sur la basse Côte-Nord, dans des communautés, aujourd'hui, c'est des prêtres africains qui viennent. Ouais. Un du Mali, un de la... C'est des Africains et c'est les seuls qu'on veut voir. On ne veut plus voir les curés blancs. Eh, alors, juste, Et- oui, vas-y. Et les curés noirs sont beaucoup plus compréhensifs parce qu'ils ont vécu probablement quelque chose de semblable. C'est certain, Ils ont vécu le colonialisme. c'est certain, Ouais, jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique n'appartient pas aux Africains, Non. jusqu'à non. aujourd'hui. Alors, vous savez, nous, dans notre direct, dans notre mission, on a un dieu, notre dieu qui se trouve en Floride. Le dieu vient de m'envoyer un message. Il me dit aux USA, les Blancs ont introduit les Indiens. Ils leur ont donné beaucoup de whisky, quoi. Ils les ont empoisonnés et ont créé des désastres dans la Ouais. société indienne. En Arizona, où j'ai vécu avec la tribu Yavapai, les séquelles de l'alcool sont toujours là. Ouais, ben ici Ici aussi. aussi. Ici aussi, le rhum. Le rhum, l'alcool, l'alcool frelaté, les Indiens, ben, les gens ici, les Inuits,
ils ont passé par énormément d'alcoolisme. Aujourd'hui, il y a des problèmes de drogue, il y a des problèmes d'alcoolisme. Mais pourquoi il y a ces problèmes-là? Parce qu'ils sont oisifs. Ils ne peuvent plus aller dans la forêt, ils ne savent plus chasser, pêcher. Alors, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils font Absolument. comme n'importe qui n'a rien à faire. Ils prennent un coup, ils prennent des pilules, ils prennent des drogues juste pour pouvoir flyer, pour avoir autre chose à faire que regarder un grand écran. Ils ont tous des pick-up trucks, ils ont tous des gros camions, ils ont tous des grands écrans avec des petites maisons où on les a casés et ils s'ennuient. Et c'est ça le problème. On leur a enlevé leur joie de vivre et leur autonomie. Juste pour information, nous en Afrique du Nord, notre alcool, c'est la religion. Et la religion, c'est l'oisiveté, c'est ne rien faire, c'est prier et ne rien réclamer, ne rien dire. C'est notre alcool. Nous avons une religion qui remplace l'alcool. Et j'espère que les Amazirs, qui nous écoutent en ce moment, se rendent compte, parce qu'il n'est pas trop tard. Nous n'avons pas subi ce qu'ont subi les Inuits, par exemple, mais ça pourrait un jour arriver. Mais génocide identitaire, il y en a, Gillo. Aujourd'hui encore, ça continue. Ouais. Alors, Samantha est une artiste, peintre. Elle écrit des chansons, elle compose des chansons, de la musique. Elle enseigne. Et ce qui m'a épaté, Samantha, c'est la peinture avec un fil. Ah ouais, c'est que je suis toujours à la recherche de moi-même, bien sûr, depuis que j'ai commencé à dessiner très jeune. J'aime me lancer des défis. J'aime ne pas savoir qu'est-ce que j'aime l'inconnu. De là mes voyages, de là me lancer dans l'inconnu. Et j'ai fait la même chose avec le fil. J'ai fait une série d'insectes, de papillons, D'oiseaux aussi. d'oiseaux, d'animaux comme le lièvre, avait à partir d'un fil trempé dans l'angle de Chine sur du papier transparent. Alors, bien sûr, le papier transparent, c'est le papier calque, qu'on appelle le papier calque, mais j'ai jamais mis une photo, j'ai jamais placé une photo sous le papier. Et j'ai fait la même chose avec le plaisir que j'ai à déposer le fil imbibé d'encre de Chine sur un papier transparent, c'est à cause que, premièrement, ce papier, il n'est pas dispendieux. On peut avoir une belle grosse tablette avec 100 feuilles dedans. Alors, les erreurs, hein, on fait des erreurs, on prend le papier, on le met aux poubelles, c'est pas grave, on recyclage. Mais ce que je trouvais magnifique dans le papier transparent, c'est que lorsque le papier boit l'encre de Chine, il se forme des stries dans le même genre que les fossiles sur la pierre. Alors, l'idée, c'était de recréer des fossiles d'insectes et d'animaux sur du papier transparent. Mais pour le faire, c'est l'encre de Chine qui était le noir sur le blanc et c'était ce qui était le plus... parce que ça ne donne pas le même résultat sur un papier ordinaire. Donc, si vous regardez l'exposition, je ne sais pas si vous montrez l'exposition Je vais mettre les liens et les gens peuvent admirer, je dis bien admirer, un art. Mais franchement, c'est très beau, c'est magnifique. Merci, Gilou. Mais ce que je pourrais te proposer, c'est de demander aux gens d'aller voir la petite vidéo. Parce que c'est bien de voir le résultat, mais comment Justement, je vais la chercher, je vais la poster pendant que vous parlez. D'accord. Ella, si tu as quelque chose à dire, sinon on laisse Oui. Samantha. Oui, vas-y. Moi, je m'excuse, Aidé, mais je vais parler un peu de ta physionomie. Ça m'a frappé quand je t'ai vu la première fois. Moi, je l'ai vu, il est venu dans ma classe. Aidé, c'est un grand monsieur mince élancé, avec des beaux grands yeux bleus. Et c'est pas vraiment l'idée qu'on se fait des populations autochtones. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu d'où tu tiens ces caractéristiques-là? C'est le métissage. Moi, je pense que mon métissage à moi, là, il doit dater des premières rencontres.
entre les Européens et les Inuits. À l'époque, les femmes Inuits étaient très libres, sexuellement parlant. Je pense que les Européens ont vu ça, ils sont allés en grand nombre, je pense. Et il y a eu beaucoup de métissage à cette époque-là. C'est plus tard, il y en a eu moins, mais les premiers contacts, là, je pense qu'ils ont été dans la mémoire des gens des Inuits. Le premier contact n'a pas été mauvais. Ce qu'on se souvient, les grands souvenirs qu'on a des Français, par exemple, c'était qu'il puait, la puanteur. Et ça peut se comprendre parce que ceux-ci prenaient, je pense, 1 mois ou 1 mois et demi pour traverser l'Atlantique en bateau. Et ils étaient accompagnés avec des cochons et des vaches. Et tout ça pour les Inuits, c'est pas des senteurs connues. Donc, on leur avait donné ce nom-là en partant. C'est les gens qui puent. Oh, c'est Peut-être. gentil. Alors, Mais ça se peut se comprendre parce qu'ils faisaient le voyage. Il n'y avait pas le choix, je pense. Ils étaient à l'intérieur avec les animaux. ben, les Inuits, ils se lavaient toujours, ils étaient toujours dans Dehors. l'eau. Ils étaient dehors, ils étaient dans l'eau, ils sentaient très bon. Puis il y avait bon. Tout ça, hein, l'alcool aussi, ça fermente dans le corps et tout ça. Ils prenaient beaucoup d'alcool, Ouais. les Européens. Si on revient au métissage aussi, là, puis mes yeux bleus, on voit des fois aussi des métissages qui a eu lieu avec les Vikings. Comme j'ai vu un Inou proche de Terre-Neuve qui devait mesurer 2 mètres, 2 mètres 20 facile. Toutes les autres étaient à peu près à 1,80 m, puis lui était à 2,50 m. En plus, il était roux. Donc, il y a eu des métissages un petit peu partout, pas nécessairement connus, mais il y a eu du métissage, c'est certain. Ben, c'est sûr, surtout si on pense à la période où les jeunes hommes étaient venus coloniser, pas de femmes, donc il n'y avait pas le choix que d'aller voir à côté. Il y a même des histoires comme le régiment de Carignan, à un moment donné, c'était toujours eux qui allaient se battre, ils étaient mal habillés, ils mouraient en premier, donc ils ont tous déserté, ils ont pris la vie des Indiens. Et il y a beaucoup de rapports français qui disent que c'est beaucoup plus facile pour un Français de devenir un Indien que l'inverse. Mhm. Essayer de faire un Français avec un Indien, je pense que ça serait très dur. Mais même les Québécois, à tous les Québécois, Québécoises que je parle, ils me parlent tous d'un certain pourcentage de Ouais, sang amérindien. Ils sont tous mélangés. ouais, il y a eu beaucoup de mélanges. Ouais, C'est- ouais. Et pour l'Église catholique à l'époque, comme moi, j'ai essayé de faire mon arbre généalogique et les curés mettaient des noms inventés. Ils mettaient le nom qu'ils voulaient. Souvent, ils donnaient le nom d'un saint ou quelque chose qui ne disait rien pour les Indiens. Mais donc, c'est pas possible de remonter, de faire l'arbre généalogique. On arrive avec des invraisemblances. Et pourquoi aider aussi, c'est pas un Inou, c'est Malécite. Hein, Malécite, C'est une autre nation sur le côté sud du fleuve. de la Gaspésie. Donc, l'autre côté d'ici, c'est complètement à l'autre côté. On est à 200 km à peu près de la Gaspésie ici. Ouais. Et l'histoire des Malécites, là, je vais vous faire un petit résumé, mais quand les loyalistes ont perdu la guerre aux États-Unis, ils sont montés au Canada et c'était les Malécites qui étaient là et ils tiraient sur nous autres. Ce qui fait que nos arrière-grands-parents ont fait comme si on n'était pas des Indiens. On a essayé de se mélanger partout. Ce qui a marché un peu, mais quand on veut revenir pour revendiquer ou pour montrer notre identité, c'est plus possible aujourd'hui. Et moi, je viens d'un village, Saint-Paul-de-la-Croix, et ce village-là, je viens à peine de savoir qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un évêque, 2 frères. Un qui était évêque catholique à Rimouski, son frère était ministre des Terres. Et eux ont fait une passe
sur les Malécites. À un moment donné, ils ont dit aux Malécites, on prend tout ce que vous avez parce que vous êtes pas des bons cultivateurs. Mais quand tu es un nomade, tu n'es pas un cultivateur. Mais on s'est servi de ce fait-là pour tout prendre. Et le petit village de Saint-Paul-la-Croix est devenu comme un cadeau qu'ils ont fait à l'époque. Ça date de plus de, mettons, 125, 150 ans. C'est un cadeau pour qu'on oublie qu'on s'était fait massacrer. C'est aussi simple que ça. Donc, les Malécites n'ont jamais été dans les réserves, n'ont jamais été dans les Pensionnat. dans les pensionnats. Ah, c'est drôle, Eddie, tu as devancé ma deuxième question. C'était par rapport à la provenance de ton nom, qui est très, très, très français, Malenfant. Ouais. Tu as répondu, mais c'est drôle, je trouve là encore une similitude avec, en Kabylie surtout, je t'avais dit hier que moi je suis issue d'un groupe issu de la grande famille des peuples amazirs. Donc moi je suis kabyle. En Kabylie, quand les Français sont arrivés, ils ont créé ce qu'on appelle des bureaux arabes. Donc ils prenaient des familles, puis comme ça, au gré du hasard, ils changeaient le nom de la famille et ils donnaient un autre nom. Ils donnaient un autre nom. Moi, par exemple, j'ai un nom en kabyle qui n'a rien à voir avec le nom que je porte sur mes papiers d'identité. Et souvent, c'est la même famille qu'on va, quand il y a beaucoup d'individus, on va la diviser en 3-4 groupes avec des noms différents. Mais en Kabylie, aujourd'hui encore, on continue de nous identifier par rapport à notre nom en kabyle. Moi, mon vœu, ça serait qu'un jour, qu'on fasse des démarches auprès des autorités algériennes, auprès des tribunaux, pour récupérer ces noms-là. Pour toi, Eddie, je vois que c'est fini, c'est perdu, à tout jamais. Il reste encore une chance, c'est faudrait avoir tous les registres de l'Église catholique et de faire une recherche à l'intérieur de ça, parce qu'ils ont quand même écrit, les curés, mais sauf qu'on n'a pas accès à ces informations-là. Ils ne veulent pas. Sauf que là, avec l'histoire des pensionnats, je pense qu'ils vont être obligés d'ouvrir le livre. Et là, on va avoir sûrement des très belles surprises. Sûrement. Oui. Est-ce que ça répond à ta question, Ella? Oui, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est les similitudes, justement. Comme on fait pour occulter l'identité, c'est en jouant avec les noms et en les faisant disparaître. Par exemple, tous les noms inou, par exemple, les noms en langue inou sont très descriptifs. On n'a pas de rivière Saint-Jean ou de rivière Saint-quelque chose. Ça veut rien dire. Par contre, on peut avoir le nom d'un ruisseau qui nous dit que c'est là qu'il faut aller pêcher à telle époque parce que c'est là que la truite fraye. C'est très précis. Chaque montagne a un nom, chaque portage a un nom, chaque ruisseau a un nom, mais en inou. Et ça avait été traduit en français et nous, on est en train de le ramener en inou. Ben oui, justement, ça, on le voit beaucoup à travers la toponymie de plusieurs lacs, rivières et montagnes. Donc ça, c'est des éléments très, très importants, très présents dans la vie des peuples autochtones. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns qui ont changé de... Kakatchat, par exemple, c'est un portage. Le mot kakatchat. Kakatchat, ça signifie un portage par palier. Alors, pour nous autres, ce que ça dit, c'est qu'on sait à peu près où il est. Et là, à ce moment-là, on cherche une montagne. Et cette montagne-là, c'est ce qu'elle nous dit, c'est une montagne par palier. La rivière Mistachibo. La rivière Mistachibo, la grande rivière pour nous autres. Puis là, dans le moment, cette même rivière-là, en français, là, c'est la rivière Moisie. Ça n'a aucun... Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a un dénommé Moisie qui est passé par ici à un moment donné, puis il a donné son nom, puis c'est resté. Mais c'est ça qu'on est en train de remettre tout en inou, comme l'archipel de Mingan, le nom des îles, on l'a tout remis en inou. Ça veut tout dire quelque chose.
niveau géographique, au niveau de la forme. C'est des repères, en fait. Des repères très connus dans la langue. Mais il y a plusieurs villes quand même au Québec, à travers tout le Canada. D'ailleurs, le mot Canada, est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça veut dire justement? C'est gros village, je pense, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire Canada. Je sais que Québec veut dire. Il y a plusieurs interprétations. En Innu, Québec, là, ça voudrait dire va pas là. Ça veut dire quoi? Va pas là. N'y va pas. N'y va pas, d'accord. Puis ils ont donné le nom au Québec. Oui, mais Canada veut dire gros village. Gros village. Oui, gros village. Mais on a des noms comme Toronto, Ottawa, Abitibi-Témiscamingue. Écoute. Par exemple, Chicago veut dire l'endroit où il y a des moufettes en Innu. Chicac. Il y en a plusieurs. Chicoutimi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais puis il y a différentes langues aussi. Comme Canada, c'est peut-être pas en algonquin, je ne sais pas. C'est ça. Oui. Ouais. Dans mes leçons que je donne aux élèves, c'est qu'on parle quand on parle des peuples autochtones, en réalité, ce sont des familles linguistiques. Ouais. Donc, ils partagent une même origine, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des populations qui sont dispersées à travers un territoire immense. Hein, le Canada, on sait comme c'est grand. Donc, à travers un territoire immense, et chacune de ces nations ont développé des mots différents. Mais vers 1500, donc juste avant l'arrivée des Européens, ils avaient quand même une langue commune qu'ils pouvaient utiliser pour échanger lors des rencontres et lors des rassemblements. Ce qui s'est perdu aujourd'hui, j'imagine. Même si les mots ont une origine pareille, mais ils ne se comprennent pas toujours. Ici au Québec, on pourrait dire que les chasseurs parlent la même langue à peu près. Les chasseurs algonquiens, il y a un langage de chasse. De bois. Et il y a une langue de bois. Et les chasseurs la connaissent. Mais quand tu arrives dans les petites communautés, c'est une autre sorte de langue. Mais dans le bois, comme chasseurs, les chasseurs peuvent très bien communiquer entre eux, même s'ils ne viennent pas de la même nation. C'est l'environnement et les animaux qui fait la différence. La langue a été construite selon l'environnement. Et le Canada, comme Ella le disait, c'est très grand. Donc, ici, il n'y a pas de... Par exemple, l'orignal, sur la Côte-Nord, ça fait à peine 25 ans qu'il est ici. Il n'y en avait pas avant. Les animaux ont migré beaucoup aussi à cause des feux, surtout. Donc, l'environnement change continuellement et la langue aussi en tient compte. Alors, j'ai une question de Mokran. Il dit: j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il pense de l'immigration actuelle et l'arrivée de nouveaux peuples sur leur terre. Je peux répondre. Ce qui me désole énormément, c'est que le Québec, c'est une terre d'accueil. Et le problème avec le Québec et le Canada, c'est qu'on sait très bien que le Canada ne veut pas se séparer du Québec. Si le Québec pouvait être une nation indépendante du Canada, il y aurait probablement une coalition avec les premiers peuples et on pourrait vivre en harmonie sur le territoire. Le problème maintenant avec les gens de l'immigration, ce ne sont pas les gens de l'immigration le problème, c'est le gouvernement. Le gouvernement accueille au nom du Canada des demandeurs d'asile et ils leur font promettre, jurer, allégeance au Canada. Et les gens qui viennent d'ailleurs n'ont pas le droit de voter pour la libération du Québec. Alors, plus il y a d'immigrants, moins le Québec va pouvoir être libre un jour. Et ça, c'est une manigance du gouvernement canadien, donc fédéral. Les mêmes qui gardent sous leur joug les premiers peuples, ce sont les mêmes qui nous font beaucoup de problèmes ici au Québec, c'est-à-dire Quel type de problème?
notre histoire en tant que Québécois, on ne la connaît pas. On ne connaît pas l'histoire des Québécois comme on ne connaissait pas l'histoire des Autochtones. On apprend à les connaître parce qu'on est plus curieux. On voyage, on vient sur le territoire, qui est le territoire québécois, et on apprend des choses qu'on nous a pas apprises lorsqu'on était jeune. Par exemple, à quel point le peuple Innu est formidable, à quel point ils sont riches en enseignement, en connaissances traditionnelles, en amour, en partage, en ouverture d'esprit. Et tout ça fait que le Québécois se ramasse canadien, mais on n'est pas des Canadiens, on est des Québécois avec notre langue française qui est encore disputée aujourd'hui. Si tu viens à Montréal ou tu vas n'importe où au Québec, surtout à Montréal, les affiches sont en anglais. On se fait servir en anglais lorsqu'on arrive dans un endroit pour acheter quelque chose ou même, bon, je veux dire, l'anglais est primé, alors que le français est dénigré. Et c'est dénigré dans le sens où, quand j'ai grandi, moi, à Montréal, j'étais une moins que rien parce que je suis une Québécoise française. Les Québécois n'ont pas de mots à dire. J'ai été élevée avec une famille qui ne dit rien, qui ne se révolte pas, et de là ma révolte. Et de là, aujourd'hui, mon rôle dans la société, c'est pas de me révolter. Mon rôle dans la société, c'est de prendre ma place. Et lorsque j'étais enfant, on me disait, tu n'as pas de place. Tu ne dois pas prendre de place. Tu ne dois prendre aucune place. On doit ne pas te voir, en fait. Tu dois être le moins vu possible pour qu'on te laisse tranquille. Eh bien, ça a mal tombé parce que mon caractère fait que moi, ce que je veux, c'est prendre ma place et donner la place à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se lever debout. On doit se lever debout, mais en tant que les Québécois ne se lèvent pas nécessairement debout parce à cause de l'argent qui manque. C'est la même chose avec, tu sais, il y a une similitude entre les Inuits et les Québécois français, les francophones. On n'a pas de place. Même chez moi à Montréal, ben, je commence à sentir qu'il y a il y a moins en moins de place pour ma langue et pour ma culture. Je me fais dire, par exemple, par la femme de mon frère, que la culture au Québec, il n'y en a pas. Il n'y a pas de culture, il y a pas de culture au Québec. Les Québécois ne sont pas cultivés. Et c'est ce qui continue d'être propagé. Tu vois, alors, mon art, moi, je ne suis pas une vraie artiste. Hein, je suis une Québécoise, je devrais pas prendre de place. Je devrais pas étaler mon art. Je devrais pas sentir que j'ai quelque chose à offrir au monde. Parce que je viens d'une famille pauvre monétairement, pas pauvre ici, pas dans le cœur, mais avec pas de compte en banque, si tu veux. Pas d'argent. Pas d'argent, pas de connaissances, pas de place. On n'a pas le droit de parler. Mhm. Ton Mais altruisme, Gilou, Gilou, pardon, ton altruisme envers la population Innu dépasse tout entendement. Oui, vas-y. oui, Samantha, moi, je ressens exactement ce que tu ressens, donc c'est drôle. Donc, un autre point commun avec moi, avec plusieurs de ceux qui nous écoutent. Donc, on dirait que nos souffrances parlent à vos souffrances, nos morts parlent à vos morts, les drames humains se parlent et se respectent. Mais j'aurais aussi une autre lecture du fait de l'immigration. C'est vrai que le Canada cherche à noyer l'élément québécois à travers l'immigration, mais aussi, il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui viennent s'installer au Québec ou en Amérique du Nord, la plupart fuient des pays qui sont en désordre. Ils fuient des pays qui sont en guerre. Ils fuient des pays où il n'y a pas de stabilité. Fait que quand ils arrivent en Amérique du Nord, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir la paix. Ils ne veulent plus de chicane. Ouais, Et c'est vrai que ça ne va pas dans ton sens. Et je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait, puis je ressens ta douleur. Ah, ok. Permet- Alors, oui, vas-y. Si je peux me permettre, Vas-y. du côté Innu, quand on voit arriver quelqu'un, par exemple, d'Afrique du Nord, ils sont très bien reçus. Il y a des Berbères, un groupe de Berbères qui est venu, il y a eu un échange entre les Inuits et les Berbères. Et étant donné la situation qui se ressemble, semblable,
on a une facilité, je pense, à comprendre les immigrants. Si on parle d'Afrique du Nord, par exemple, j'ai des très bons amis, moi, puis on se comprend très bien. Il y a une histoire commune. Pas commune, mais une histoire semblable, parallèle. Oui, très certainement. Mais par contre, je dois parler au nom, si je parle au nom des francophones québécois, je peux te dire que c'est un honneur de recevoir les gens sur le territoire au Québec. C'est un honneur de les accueillir, de les aider, d'apprendre leur langue et surtout de ne pas les empêcher de parler leur langue maternelle. Pour moi, dans les écoles, j'ai eu plusieurs interventions de la part des directeurs, des directions d'école qui empêchent les jeunes de parler leur langue entre eux et je trouve ça déplorable. On ne doit pas faire la même chose que par le passé. On doit leur permettre de parler leur langue, mais on doit aussi leur apprendre de nous inclure. Par exemple, si tu veux parler arabe avec ton ami, oui, tu peux parler arabe avec ton ami. Moi, je ne dois pas me sentir exclue. J'aimerais que tu me racontes un peu ce que tu viens de dire à ton ami. Tu sais, que ça ne devienne pas comme un combat, que ça devienne une arme contre les gens qui ne comprennent pas la langue. Donc, si, par exemple, moi, je vais en Afrique, ben, puis on parle en Wolof au Sénégal, puis je suis assise à la table, j'aimerais qu'on me raconte tout de suite, avant que je demande qu'est-ce qui vient de se dire, j'aimerais qu'on traduise. Comme si moi, j'accueille n'importe quelle autre nation à ma table, je vais m'assurer. D'ailleurs, c'est le très grand, on dit le très grand défaut des Québécois, c'est s'il y a quelqu'un qui est anglophone, qui ne parle pas le français, on va parler anglais entre nous pour ne pas exclure l'anglophone. Tabarnak, un autre point commun avec nous. Ouais. Un autre point commun. Alors, justement, Tabarnak. quelle méthode tu utilises pour enseigner aux enfants inuits, parce que tu aussi tu enseignes, Ouais. pour qu'ils retrouvent, pour qu'ils se retrouvent. Quelles sont les méthodes, quelles astuces as-tu trouvées pour cela? Eh bien, c'est d'apprendre moi-même la langue. Donc, d'apprendre le nom des saisons en Innu. Et si j'enseigne les saisons à des jeunes Inuits, j'utilise leur langage. Alors, je m'immerse dans leur culture et les arts, bien sûr, qui est un langage universel et que tout le monde comprend. La chanson aussi. Oui, exactement. La musique, la guitare, les percussions africaines, tout ça, ça fait partie de mon enseignement, que ce soit aux enfants Inuits ou aux allochtones. J'aime passer par les arts, mais j'aime aussi apprendre les langues, j'aime apprendre les cultures, les autres cultures et me l'approprier dans le sens où ces cultures vont faire partie intégrante de ma compréhension, de grandir en apprenant des autres. Parce que c'est aussi important pour moi d'apprendre que d'enseigner. Et je crois que ça c'est la clé de l'ouverture que les enfants ont avec moi, je crois. Et Oui. on a oublié de dire quelque chose, c'est que Samantha, quand elle arrive dans ma classe, elle salue toujours les élèves en disant « Kwekwe ». Alors, moi, Samantha, je te dis « Azul Filam ». Azul Filam. Azul Filam, c'est Kwekwe. Même son dernier message qu'elle m'a envoyé, enfin mail, elle a écrit Kwekwe. Je me suis posé la question, c'était quoi le Kwekwe? Donc, de la part du gouvernement, il y a des subventions. Donc, tes actions sont subventionnées par le gouvernement. Et chaque année, tu dois justifier tes travaux. Oui, tout à fait. Il y a un calendrier des activités qui est envoyé au ministère de l'Éducation du Québec pour justifier justement les sous qui rentrent chez nous, là. Donc le gouvernement œuvre pour les Inuits aussi. Donc il veut qu'il y ait...
Les Inuits. Les Inuits, les Inuits, pardon. Ce qui me concerne, mais il œuvre pour tous les Autochtones, pour tous les premiers peuples, y compris les Inuits. Il y a des programmes pour aider justement, pour subvenir des subventions pour les artistes qui s'intègrent dans les communautés, qui s'intègrent dans les peuples pour les aider à survivre. Mais, Djilou, ce que moi j'ai créé, c'est un programme que j'ai créé avec Eddie en tandem et c'est le projet que j'ai créé qui est financé. C'est pas un projet créé par le ministère de l'Éducation. Oui, j'ai bien compris. Je n'ai pas dit ça. C'est pas dans ce sens. Moi, j'ai dit que c'est ton projet qui est financé. Oui, et dans ce que j'enseigne aux enfants, aux adolescents aussi, je vais beaucoup dans les écoles secondaires avec les décrocheurs, c'est de leur enseigner, tu as quelque chose à offrir au peuple, tu as quelque chose à offrir au monde. Il faut trouver et continuer, et continuer, et continuer, et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un besoin. Il y a un besoin pour ce que tu as à offrir. Mais c'est à toi à fignoler, à mettre sur pied quelque chose qui va faire en sorte que ton talent, que ce soit n'importe quel talent, soit mis au service des communautés autochtones, allochtones. Il y a peut-être un élément pour bien comprendre, c'est que le gouvernement ou le ministère de l'Éducation, c'est le ministère de l'Éducation du Québec et les Autochtones sont régis par le fédéral, par l'autre gouvernement. Donc, il y a toujours il y a des problèmes entre les deux gouvernements. Il y a des choses qui sont plus de juridiction fédérale, d'autres qui changent. Souvent, par rapport au projet dans lequel on est, on peut dire que ça va bien, mais c'est probablement la première fois que ça va bien. Sinon, il y a toujours un renvoi de balle entre le fédéral et le provincial. Il y a beaucoup de chicanes entre le gouvernement fédéral et le provincial quant à l'autonomie des peuples autochtones. Alors, une question pour vous deux. Pourquoi est-ce si important d'enseigner à ces peuples avec leur langue? Pourquoi pas en français ou en anglais? Parce que, écoute, la langue est tellement riche. Si tu comprends, parce que pourquoi j'aime les langues, c'est que en comprenant tel mot, l'étymologie du mot, on comprend la psychologie de la personne. Par exemple, je te donne un exemple comme ça. Si pour les Allemands, là, je vais mettre les Allemands parce que c'est la première, deuxième langue à part l'anglais, parce que tous les Montréalais parlent anglais, je crois. La première langue qui m'a intéressée, moi, c'était l'allemand. Et l'allemand, ben, si tu regardes comment une phrase est construite, le verbe est à la fin. Alors, les Allemands sont très polis parce que tu ne peux pas couper la parole à un Allemand. Tu ne connais pas le verbe avant qu'il ait fini sa phrase. La langue dit beaucoup sur la psychologie de la personne. Alors, pour moi, l'Innu, c'est la base de la psychologie Innu. Et si je ne peux pas comprendre la psychologie, ben, je ne peux pas enseigner. Excellent, excellent. À bon entendeur à notre gouvernement en ce qui concerne les Amazirs. Alors, il y a une question de Farid qui dit est-ce qu'il y a chez les autochtones une conscience de nation? Y a-t-il des actions concrètes pour les sauver, pour leur sauvegarde, par exemple l'école, la radio, etc. Oui, il y a une notion de nation, certain. Par contre, il y a un problème, c'est qu'on est tous éloignés. Et c'est assez nouveau qu'on puisse se servir d'Internet pour rejoindre tout le monde. Mais sauf que là, ça se peut, c'est possible. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'autrement, les Indiens qui vivent à 4000, 5000 kilomètres dans l'Ouest, par exemple, on ne sait pas. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, où ils en étaient rendus dans leur histoire. Mais maintenant, on le sait beaucoup plus. Il y a de plus en plus de grands rassemblements qui existent. Comme chez les Lakota, par exemple, le Sundance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Sundance.
mais ça attire des premiers peuples d'un peu partout. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça qui existe dans le moment. Et Ouais. est-ce qu'ils bénéficient de toutes les infrastructures? Ça veut dire s'ils construisent dans leur ville, dans leur village, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Non, non, non. On peut manquer de beaucoup de choses. Il y a la politique fédérale, par exemple, là, comme chez les Inuits, bon, il y a 10 communautés au Québec. Ben, on va mettre l'argent sur la table, puis on va dire aux Indiens, on va dire à chaque communauté, discutez-vous, arrangez-vous entre vous autres. Donc, c'est facile de partir des chicanes pour rien, mais c'est comme ça qu'ils font. Diviser pour mieux régner. La C'est la politique de De Gaulle. Ouais, ouais. T'es rendu par ici, là. Mhm. Ella, tu voulais dire quelque chose? Ton micro. Ah. Ton micro, Ella. Oui. Voilà. Moi, avant d'enchaîner avec la prochaine question, je voulais faire un commentaire par rapport. Donc, pour vous, l'argument que la langue autochtone des peuples autochtones, comme l'Innu, comment on appelle ça, la langue des Inuits? Inouï-Moun. Nuimun. Ouais. OK. Euh, donc, pour vous, l'argument comme quoi c'est une langue dépassée, c'est une vieille langue, c'est pas une langue qui porte la science, qui est capable d'évoluer avec le temps, ça sert à quoi de sauvegarder ce genre de langue-là? Mettons-nous à l'anglais plutôt que de perdre son temps, de l'argent et des efforts là-dessus. Pour vous, ça tient pas debout, ça. C'est la mémoire qui est importante. La, Exactement. la Tout à fait. mémoire du territoire, Parfait. on est les seuls à la connaître. Et ça, J'adore ta réponse, Aidé. J'adore ta réponse. Écoute, ma prochaine question, moi, j'aimerais revenir sur l'aspect religieux parce que la religion, c'est une obsession chez nous. OK? ouais. Donc là, moi, dans mes cours, quand il y a eu après la bataille des plaines d'Abraham, donc la défaite après Ouais. le traité de Paris, donc la France a abandonné la colonie aux mains des Anglais. Alors, les Britanniques, ils ont tout de suite négocié avec les religieux. Et les religieux, ce qu'ils ont négocié, c'est d'avoir, alors pour garantir aux Britanniques, donc qui est devenue la force occupante, pour garantir que le peuple reste docile et soumis aux autorités britanniques, donc ils ont négocié 3 points. Donc la sauvegarde de la religion catholique, la pratique de la langue française et la sauvegarde et l'application des lois civiles, c'est-à-dire les lois, tout ce qui concerne le mariage, l'héritage, et c'est drôle, c'est un parallèle direct, mais direct, avec ce que les oulémas, donc un organisme de religieux et un peu de tout là-dedans, qui ont négocié avec l'occupation française la sauvegarde de la langue arabe, la sauvegarde de la religion musulmane et l'application des lois civiles, le droit civil en ce qui concerne la charia. Par exemple, en Algérie, aujourd'hui encore, on se marie selon la charia, l'héritage est distribué selon la charia, mais le droit criminel, c'est bien sûr le droit, j'imagine que c'est le droit français, ça doit être de cette inspiration-là. Mais c'est quand même intéressant de voir que le sale boulot qui est fait par les religieux, que ce soit en Amérique du Nord et en Afrique du Nord. C'est drôle quand même. Ouais. Je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est exact, en tout cas. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, Eddie, qu'est-ce qui reste de ces même si on n'appelle pas c'est des religions, qu'est-ce qui reste dans ta communauté, par exemple? Les gens, est-ce qu'ils sont tous devenus chrétiens? Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup qui ont adopté la religion catholique, mais de plus en plus, avec tous les scandales qui sortent, il y en a beaucoup qui lâchent aussi. Assez pour que, comme je disais tantôt, il y a plus de curés dans les communautés inues. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jouvenot, le diable de la Côte-Nord qu'on appelle. Vas-y, raconte-nous ça. Le diable de la Côte-Nord, le père Jouvenot, c'est un Belge qui a violé plein d'enfants, il a séquestré sa nièce, puis il a été découvert. Et ça a mis un frein à beaucoup d'autres curés qui voulaient s'en venir par ici, puis on n'en veut plus. Il
chez les jeunes, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui pratique encore la religion catholique. Je pense qu'il n'y en a pratiquement plus, sauf quelques aînés. Mais même chez les aînés, on déserte facilement la religion parce qu'ils n'ont pas rendu la marchandise. En fait, ils nous ont compté plein de menteries. Les religions tombent en désuétude, hein. Ce n'est plus d'actualité. Enfin, malheureusement, il reste encore un peu dans les pays où il y a l'islam, parce qu'il y a la répression, il n'y a pas de liberté de penser, ni de culte, ni liberté de parler. C'est pour ça que ça... Mais ça va disparaître d'un coup, ça j'en suis convaincu. Il n'y a plus lieu d'être religieux. Pas dans le même sens, en tout cas, qu'on entendait auparavant. Absolument. Ouais. Alors, Ella, tu as quelque chose à rajouter? Oui, de toute façon, ça tend peut-être à ressembler au reste de la société québécoise. Moi, je n'ai pas vu un peuple aussi, aussi réfractaire, aussi détestant la religion comme les Québécois. Parce qu'ils ont été. J'aime les Québécois. J'adore les Québécois. Mais c'est incroyable, Gilou. Ils ont une réaction allergique aux religions au pluriel. Mais c'est parce que là, il y a eu des dépassements, il y a eu des massacres. C'est la haine, la guerre. Ouais. Absolument. Trop de massacres. Les religions ont fait trop de massacres. Oui, à travers le monde. Au nom de Dieu. Ouais. Moi, j'ai un autre point aussi à relever, une autre similitude avec le peuple iroquois. Donc, on dit que c'est une société matrilinéaire, c'est-à-dire que les enfants appartiennent au clan de la mère. Oui. C'est l'homme qui va se déplacer, va vivre dans le clan de la mère. Et les sociétés amazirs, anciennement, étaient comme ça. Donc, c'est vraiment l'avènement de la religion musulmane qui a changé la donne. Mais sinon, on a parlé la dernière fois des Touaregs, donc ces berbères dans le sud d'Algérien, dans le Hogar. Et ils continuent de vivre de cette façon-là. Donc, un autre point commun. On se ressemble plus qu'on pense. Hein? Ouais. Et ça, chez les Iroquois. Hein? Les Algonquiens, ce n'est pas le cas. Non, chez les Algonquiens, en fait, il y avait pratiquement pas de chef chez les Algonquiens. Étant nomades, c'était les familles. C'est la famille qui décidait. Il y avait quand même ce qu'on appelle Akash, qui veut dire une pointe de flèche. Tu avais quelqu'un qui dirigeait les opérations, mais c'était celui qui avait le plus d'expérience. Ah, ça, c'est le chef de guerre. Oui. Il est choisi en fonction de ses capacités physiques, de son art à manier les armes. Mais lui, la personne que moi je parle, c'est pas par rapport à... Ça pouvait être un infirme, par exemple, qui était chef, mais c'était vraiment celui qui avait le plus de connaissances. Et c'était souvent le joueur de tambour ici. Parce que le joueur de tambour, pour pouvoir jouer au tambour traditionnel, il faut rêver 3 fois. Au tambour. Il faut rêver 3 fois au tambour. Et c'est le monde du rêve qui vient te voir, et non toi qui a la possibilité d'aller voir le monde du rêve. C'est l'inverse. Et la seule façon pour acquérir ça, pour devenir un joueur traditionnel et avoir les 3 rêves, c'est d'être respectueux de tout. C'est ça la ligne. Et moi, je n'ai pas trouvé mieux. Encore, le respect. Si tu respectes tout, le monde du rêve va venir te voir et tu vas devenir un joueur de tambour traditionnel avec tout ce que ça donne. Et c'est énorme. Excellent, excellent. Eddie, tu es un cinéaste. Tu as fait des films. Ton premier film sur les Inuits, c'était en quelle année? C'est jadis. Je sais que ça ne nous rajeunit pas. Ça doit être dans les années 80. Oh, c'est récent, 80. 82, oui, c'est assez récent. Mais quand même, c'est récent, oui, mais il y a quand même une grande différence. Moi, je me souviens du moment quand j'ai commencé et maintenant,
il y a une énorme différence. Dans le sens que les Inuits, ça fait longtemps qu'ils connaissent les Québécois par la télévision. L'inverse, c'est pas vrai. Les Québécois ne connaissent pas les Inuits parce qu'il n'y a rien à la télévision. Et c'est un peu ça l'idée de... D'abord, quand on a commencé à faire des films, il y a eu une société, il y a eu un broadcaster autochtone. Et ça nous a permis de faire ce qu'on avait à faire. Quand j'entends par télé, c'est un télédiffuseur, mais qui prenait seulement des documents autochtones. Ça a aidé beaucoup. Et ça date d'à peu près 15-20 ans, là. Pas plus. Et Samantha, qu'est-ce qui t'a laissé entrer corps et âme avec la cause Innu? Les enfants, mais aider aussi. Je dois dire que les enfants Inuits, je ne sais pas si c'est la même chose avec les enfants qui habitent dans le nord de l'Afrique. Ils ont une imagination extraordinaire. Et quand je te disais que c'est aussi important pour moi d'apprendre que d'enseigner, j'apprends énormément des enfants Inuits. J'apprends de tous les enfants de la planète, oui. Mais les enfants Inuits, écoute, moi, quand j'étais jeune, on me demandait d'où je venais. Parce que j'ai le nez plate, parce que j'ai je sais pas, on me disait, mais tu viens d'où? Ben, moi, je viens de Montréal, je venais de là, je venais de chez moi. Et peut-être que j'ai du sang Innu, Micmac ou Huron ou Iroquois, je sais pas. Je sais que lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais enfant, mon imaginaire était tellement important dans ma vie de tous les jours et je retrouve ça chez les enfants Inuits. Ils ont une facilité de sortir de la boîte. Hein. Quand je dis toujours, par exemple, dans la classe de Ella, on doit sortir de la boîte, on doit sortir du connu pour découvrir qui on est, de prendre notre vision et de la voir, de la mettre sur papier, de la mettre en notes, en chansons, en musique, pour se découvrir et partager l'espèce d'élèvement que ça apporte à l'esprit de créer quelque chose. De créer, ça veut dire que ça n'a jamais été fait. Donc, la créativité me fait me déplacer dans l'univers qui n'est pas ici, qui n'est pas sur la Terre, qui est dans l'espace. Et chez les enfants et nous, je vois cette force, cette joie, cette énorme joie de se découvrir sur papier, de se découvrir dans son champ, de sortir de son corps, tout simplement, et de devenir un esprit qui flotte, un esprit qui se promène, qui partage, qui glane d'autres informations. Et le partage, eh bien, on devient comme une roue qui tourne et l'énergie tourne. Et ça c'est pour moi, c'est fabuleux. Ça, c'est ma raison d'être. C'est ma raison de vivre. C'est de pouvoir propager et de leur demander de les accompagner dans leur découverte personnelle. C'est vraiment ça qui m'anime. D'ailleurs, la langue Innu est d'abord une langue qui parle de l'univers avant de parler de la Terre. On est d'abord universel avant d'être terrien. Et la langue en tient compte. Moi, je trouve, m'a donné une réponse. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai une place ici? Ben oui, je fais partie de l'univers. Extra. mais en fait, c'est cette satanée Europe qui nous a mis dans de beaux draps, si je puis dire. Ouais. Effectivement. Malheureusement. La façon dont vous parlez de cette population Innu, vous y mettez du cœur, de l'amour, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme vous, des altruistes comme vous,
qui œuvrent pour sauver d'autres populations au Canada. Ben, juste chez les Inuits, il y a beaucoup de personnes qui Ah, font d'accord. comme. Ouais, chez les Inuits. Au Canada aussi, il y a beaucoup de monde, de plus en plus. Et je pense qu'avec la découverte des pensionnats, il va y en avoir de plus en plus. Tu sais, quand je dis, par exemple, là, quand j'entre dans ta classe et je dis Kwekwe aux élèves et ils me répondent Kwekwe. Et là, je leur demande comment ça va. Ah, comment vas-tu? Parce que c'est la deuxième question qu'on pose. Et je la pose en Innu. Je dis Miyama. OK? Les petits Inuits me répondent oui. Parce que ça veut dire est-ce que ça va bien? OK? Comment Ah, ça va? Bon, est-ce que ça va bien? C'est la même formule. Et tous les Inuits me répondent oui. Hé, Ils me répondent en Innu, hé. Il n'y a pas un Inou qui me dit ouais, ça va pas pire, bof, non, ça va pas. Non, parce que dans leur façon, comme on les a élevés, ça va bien. Ça va bien aller, ça va bien. Oui, il y a des problèmes, mais ça va bien. Je suis heureux, je suis heureux, je suis en vie, je suis un être humain parmi quelque chose de plus grand que moi. Alors, je n'ai pas de place à me plaindre. Et si tu regardes les Inuits, c'est hallucinant, c'est extraordinaire. Tout le monde rit tout le temps. Ils rient tout le temps. C'est un peuple heureux. D'ailleurs, on les appelle le peuple rieur. Ils sont toujours en joke, ils sont toujours en farce, parce qu'ils sont résilients. La résilience, ça fait partie c'est dans le sang. C'est des gens heureux d'abord et il n'est pas donné à l'homme de rendre malheureux celui qui sait être heureux. Je ne sais pas où j'ai lu cette phrase-là, mais lorsque j'ai lu cette phrase-là, je l'ai gardée parce que c'est très vrai. Et le bonheur vient du cœur et il vient dans le partage. Alors, quand j'entre dans une classe, moi, je suis là pour partager mes connaissances, mais je suis là pour que tu partages les tiennes avec moi. Et le partage, pour moi, c'est le bonheur. C'est de là où vient la joie. Je suis sûre elle fait la même chose avec ses élèves. Si les élèves trouvent que quand la cloche sonne, elle sonne trop rapidement, c'est qu'ils étaient dans un bain. Hein, ils étaient bien entourés les uns avec les autres. Il y a le respect et il y a l'apprentissage et il y a le partage des connaissances, mais le partage du cœur. Et je crois que c'est ça, moi, qui me garde ici, qui me garde près des Inuits, c'est leur joie de vivre et leur résilience et le goût de partager aussi. ça s'entend que tu dis, ce que tu dis, tu le penses, ça s'entend. Ça s'entend vraiment. Alors, il nous reste 10 minutes. Ouais. J'avais une question, Gilou. Ah, oui, mais attends, 10 minutes, enfin, 10 minutes élastiques. T'inquiète. OK. Alors, est-ce que je peux poser ma question? Allez, vas-y, allez. OK. Alors, je ne sais pas si vous le savez, toi, Gilou, les auditeurs, mais Samantha et Eddie, ce n'est pas un secret pour eux. Tu sais qu'au Québec, les enfants, c'est quelque chose de précieux. Hein? D'ailleurs, on parle d'enfants rois parce qu'on leur passe, ils sont vraiment au centre de tout. Et c'est vrai que les enfants, on en prend soin. On en prend soin. Samantha puis Eddie, moi, je voulais vous poser la question. Est-ce que cela ne viendrait pas des habitudes des peuples autochtones qui, eux, pour eux, les enfants, c'est plus que des rois. Les autochtones, ils étaient scandalisés de voir que les Français, les premiers colons, frappaient les enfants, battaient les enfants, qu'ils les corrigeaient. Alors que chez les autochtones, on ne touche jamais un enfant. Un enfant, il fait ce qu'il veut. Oui, oui. Est-ce que ça ne viendrait pas de cette culture-là? Oui, parce que ce que j'allais dire plus tôt, où j'ai perdu mon fil, c'est que moi, je suis élevée par ma grand-maman. Je suis élevée par ma grand-mère. Et chez les Inuits, c'est la même chose. C'est la grand-maman, c'est les grands-parents qui élèvent les enfants. Et chez moi, j'ai toujours été roi chez moi. J'ai toujours été le centre de l'univers pour ma mère. Elle me passait, elle n'est plus là maintenant, mais elle me passait tout. Au point où mon père, qui est parti lorsque j'étais très jeune, on a toujours voulu à ma mère de me laisser faire ce que je voulais. Et de là ma force aujourd'hui. Et je remercie ma mère de m'avoir laissé faire ce que je voulais, dessiner sur les murs. Tu vois, elle m'a laissé. Et non seulement elle me laissait faire ce que je voulais, mais à cause qu'elle m'élevait avec
avec le respect. Elle m'a enseigné le respect de l'autre et de la nature. Donc, le respect pour elle-même. J'ai jamais insulté ma mère, j'ai jamais insulté ma grand-mère. Et si je voulais insulter mon père parce qu'il nous avait laissés en plan, ben, elle me défendait d'insulter mon père. Je n'ai pas le droit d'insulter mon père. Alors, elle m'a élevée avec le respect, mais elle m'a montré le respect par le respect qu'elle avait pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux que quelqu'un te respecte, tu dois le respecter d'abord. Si tu ne respectes pas la personne, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il te respecte. C'est la même chose avec les enfants. On ne leur passe pas tout, mais on les respecte. On respecte leurs idées, on respecte leurs envies. Et si on peut leur faire plaisir, on le fait. Et si moi, je peux faire plaisir à quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, je vais le faire parce que ça va me donner du bonheur, parce que c'est le partage. Mais je suis élevée comme ça. Puis il y a aussi le modèle de famille qui est différent des Québécois. C'est une famille élargie. Comme par exemple, souvent, aujourd'hui peut-être moins, mais il n'y a pas très longtemps, il y avait toujours quelqu'un pour agacer l'enfant, pour, en fait, pour le faire choquer. Et là, les parents pouvaient aller le chercher et le consoler. La même chose avec les légendes. Les légendes, c'est les animaux qui parlaient. Donc, on passe le message à l'enfant par l'animal, mais on peut le récupérer si jamais ça ne se passe pas bien. C'est une façon d'enseigner. On va dire, par exemple, la manière d'enseigner, c'est regarde-moi, après, c'est toi. Ouais. Mais dans un premier temps, regarde qu'est-ce que je fais. Puis sans commentaire, juste à regarder. Après, tu peux t'essayer et là, je vais t'aider. C'est une façon traditionnelle d'enseigner. Oui. Qu'est-ce qui vous manque? Quel est votre souhait? Que ça continue. Que quoi? Moi, je souhaite que ça continue en ce qui me Que ça concerne. continue, donc tout Que bien. ça continue. Moi, depuis que je suis en âge de faire la vie depuis que je suis une adulte, si je vois une étoile filante, ce que je souhaite, ou lorsque je souffle des bougies pour ma fête, pour mon anniversaire, c'est toujours le même souhait, que ça continue. Mais que ça continue dans le sens, je dis pas que ça continue pour le peuple Innu d'être ignoré comme ça, d'être mis de côté, de ne pas avoir la chance d'être autonome. Je dis que ça continue de s'ouvrir, que ça continue de se partager les informations, que la connaissance continue de se propager. Moi, c'est mon souhait. Moi, je pense que si on veut connaître les Inuits ou une autre nation, il faut faire des choses avec. C'est la seule façon. De juste en parler ou juste en lire, le temps qu'on ne fera pas des choses ensemble, ça va être difficile de se connaître bien. Et la plupart de ceux, ça inclut là-dedans quelqu'un qui vient de Tunisie, qui s'est adapté ici, puis ça va très bien. Je ne sais pas si c'est clair mon idée. En tout cas, l'idée, c'est de faire des choses ensemble, comme on fait là. Voilà. Il n'y a pas meilleure façon de se connaître. Absolument. Et là? Gilou, Oui. si tu peux envoyer la photo 16 pour voir un peu qu'est-ce qu'on a fait de Jacques Cartier, l'explorateur qui est arrivé, qui a remonté le fleuve Saint-Laurent et qui est à la base de la présence française en Amérique du Nord. 16. Ouais. Il y a quoi? Il y a un pont. Ah, le pont Jacques Cartier. Ok. Et entre-temps, moi, j'aurais une demande pour notre belle Samantha. OK. Sam, si ta guitare est pas loin, est-ce que tu pourrais pas nous chanter quelque chose? C'est sûr. C'est sûr qu'elle va nous chanter quelque chose. Mais OK, mais je dois l'accorder d'abord. Donc, parlez, faites d'autres choses, mais je dois accorder ma guitare parce que je n'ai pas joué aujourd'hui. Puis ici, il y a le grand soleil qui rentre et elle est toujours désaccordée quand je vais la prendre. Ah oui, je vais faire ça. Ah oui, mais Eddie, toi, est-ce que tu peux nous montrer le tipi dans le jardin? Oui, aux téléspectateurs? Ils n'ont pas vu ça.
Ouais, en attendant que Samantha accorde sa guitare. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on voit les tipis. Il y a 2 tipis. Ouais. Le premier, on appelle un météchan. C'est un endroit pour suer. C'est un Sauna, c'est un sauna, comme un sauna. sauna, c'est ça. Pour vous Est-ce que autres, c'est la mer qu'on voit au loin? la mer, oui. Elle est de l'autre côté, la mer. La voici, la Wow. mer. Ouais, et ici, pour atteindre l'autre côté, c'est 120 km. Wow. 120 C'est km de mer. Eh c'est ben, la Gaspésie. Ouais, on est dans... vous êtes au paradis. Hein? Vous êtes au paradis. Absolument. C'est nous autres, ça, les anges. Alors, on va voir le pont, c'est ça, hein? Oui, le Et pont là, Jacques-Cartier. OK. Donc, ça, c'est un pont qui relie Montréal à la rive sud, donc la ville de Longueuil. C'est un pont immense, c'était un gros projet. Mais là, aujourd'hui, il y a besoin d'amour, on va dire. Il a besoin de... Il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour. Pourquoi? Oui. Ouais. Ben, c'est parce que ça commence à vieillir. Puis, c'est gros, hein? C'est un gros, c'est quelque chose de spectaculaire. Quand on est sur le pont, c'est énorme. Donc, c'est en hommage à Jacques Cartier, donc le premier Français qui est arrivé. Ah, j'adore ton chandail, Aidé. Ah oui, tu le vois bien. Ouais. C'est quoi? C'est salut en plusieurs langues Ah, autochtones. ben oui. Ben Ouais. oui. Il manque Azul. Il s'en vient l'année prochaine. Là. Ah! Ah OK, oui. donc. Votre chat, la musicienne. Elle Ah! s'en vient. OK, donc, je vais te faire une chanson qui n'est pas encore éditée, OK? Donc, vous êtes les premiers. L'exclusivité pour Ahdar Wash Habit. Est-ce que vous voyez bien? Oui, très bien. OK. Donc, c'est lors de mon voyage en Afrique, je suis allée au Sénégal et j'ai composé une chanson pour raconter un peu les émotions que j'ai eues là-bas. Sénégal, t'as pris mon cœur. Ça m'est égal pour ceux qui ont peur. On est égal, un pur bonheur. C'est ma soeur, c'est mon honneur. Oh, my pal, my brother, my mother, Samaya, my son, Samadam, my father, Samabai, goodbye. Africa, you stole my heart. You're a star in the ocean light. Si t'as peur de la différence, il faut écouter ton cœur. Il te dira que la ressemblance vient du fait qu'on est frères et sœurs. Mamjara, my name delight. Like a star, I shine so bright. My pal, my brother, my mother, Samaya, my son, Samadam, my father, Samabai, goodbye. Chacun pêche des pêches corpichons. Ma toi, wasat, kiss no mamu.
Si tu préfères l'indifférence, tu commettras une erreur. Ils te légueront leur connaissance et te mèneront les valeurs du cœur. La 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 la. On se ressemble, on est en paix. On se recentre autour du calumet. To my father, my brother, my mother, Samaya, my son, Samadam, my father, Samavai, goodbye. Yamé, au revoir. Demna. Bravo. Franchement, top. Merci beaucoup pour cet agréable moment. Ces agréables moments, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Ella, Est-ce que c'est le mot de la fin? oui. Ok. C'est vrai qu'on aurait pu les garder des heures et des heures, mais il ne faut pas abuser. Moi, j'étais sûre de ne pas me tromper. Dès que je t'en ai parlé, je n'avais même pas demandé encore à Samantha. Je sais que merci à vous deux, à Eddie, merci Samantha pour votre disponibilité, générosité. Mais aussi, j'aimerais dire un truc, je les ai appelés il y a 2 jours. Moi, j'avais des questions pour eux. Et finalement, moi, j'avais quelques informations à compléter. Et finalement, je me suis retrouvée à répondre à leurs questions parce que c'est eux qui étaient encore plus curieux par rapport au peuple amazigh, les langues qu'on y parle et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc, c'est vraiment… Merci, un grand moment. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Ella. Merci, bisous, on vous embrasse. À mon tour, je vous remercie infiniment, les trois. Vous avez été formidables. On a appris beaucoup de choses. Et j'espère que les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Nord-Africains regarderont en masse parce que ça concerne l'humain, ça nous concerne aussi. Tout ce qui se passe dans n'importe quel coin du monde concerne tous les êtres humains de la planète. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Yamé. Yamé. Yamé.